Ok, super. Alors Kevin, est-ce que tu as été tout le temps motivé pour étudier tes cours? Alors, c'était compliqué. Au début, j'étais motivé, oui, pour travailler les cours. J'avais l'envie d'apprendre, mais au fur et à mesure, c'était compliqué de maintenir la motivation. Au bout d'un moment, j'étais tellement fatigué, et aussi il y avait tellement de cours en même temps, il y avait tellement de partiels en même temps, qu'il fallait faire des décisions style, je vais étudier plutôt ça, je vais travailler plutôt les cours plus complexes. Et ceux qui sont moins complexes ou ceux qui je pense que je peux rater un peu le partiel, je peux les laisser de côté. Alors ça a marché parce que même en travaillant un peu, j'ai arrivé à avoir des bonnes notes dans tous les partiels. Ouais. Mais c'est dur de maintenir la motivation, surtout à la fin des études. Plus tu avances, plus tu perds de la motivation ou plus tu es fatigué mentalement, psychologiquement pour donner les mêmes efforts. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce que, si tu arrives à te remémorer ou arrives à le voir, quels sont ce qui faisait que des fois tu perdais de la motivation? Lui, tu disais qu'au début tu étais motivé et tout. Qu'est-ce qui faisait qu'à partir de certains moments, tu avais de moins en moins envie d'étudier, ou qu'est-ce qui fait qu'à certains moments dans tes études, que ce soit en débuté à l'école d'ingé, pendant les moments où tu avais du mal à aller étudier tes cours? Qu'est-ce qui faisait que des fois tu te dis j'ai pas envie d'étudier aujourd'hui ou quelque chose du genre? Alors je pense que ça dépend de cours. Des fois il y a des cours où on est plus à l'aise que d'autres, et donc ça c'est déjà une facteur importante. Ouais. Il y avait des cours, je me rappelle, dans les sciences des matériaux, c'était le séchage, ça s'appelait le séchage. C'est un homme qui n'a rien à voir ou qui n'a pas le sens matériau comme tel. C'était un cours de procédé. Séchage, et donc, voilà. Et donc, les cours de procédés, ça n'a rien à voir avec la vraie science des matériaux. Alors que oui, il y a un peu de chimie et des trucs derrière, mais ça, c'était un truc démotivant. Parce que il n'y avait pas de vrai lien entre la science des matériaux et les cours de séchage. Alors, ça m'a motivé pas du tout, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, le manque d'intérêt, c'était la conséquence, c'était le manque d'effort pour travailler les cours. Et il y a des cours qui sont comme ça. Ça, c'est une des raisons que j'ai trouvées pendant mes études qui me permettaient pas de travailler, qui me motivaient pas. L'autre, peut-être, les professeurs. Il y avait des profs, c'est drôle, mais il y a des profs qui n'arrivent pas, sont des vrais génies. Je me rappelle, il y avait un professeur de chimie de solution, que lui, il était un génie dans son métier. Alors, être un génie dans le métier, ça veut pas dire être un génie pour transmettre les connaissances. Oui. Alors, quand tu transmets pas les connaissances dans un bon sens, de bonne manière, tes étudiants ne suivent pas. Et moi, j'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à comprendre, donc je le voyais la matière comme quelque chose de compliqué. Et alors, ça m'a démotivé à travailler. C'était pas quelque chose de compliqué que je pouvais, en travaillant, comprendre, mais c'était quelque chose de compliqué que même en travaillant, je comprenais rien. Et donc, à la fois c'était difficile de comprendre, et à la fois c'était difficile d'être motivé pour travailler. Et même en travaillant, c'était encore plus compliqué de comprendre. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de laisser tomber la matière parce que il y avait on va dire une marge d'erreur, parce qu'on avait une autre partielle avec le partiel du chimie des solutions qui était la marge qui me permettait en fait d'avoir les minimums pour valider ton UE, ainsi de suite. Voilà, pour avoir l'UE. Donc ça, c'est des facteurs, des fois, c'est les profs, c'est la matière, si tu l'aimes ou pas. Et des fois aussi, c'est cette histoire de marge d'erreur, parce que des fois, il y a des partiels qui sont ensemble. Et donc, peut-être qu'on aime plus une matière que l'autre, alors les deux vont être évalués dans les mêmes partiels, et les deux vont être une même note. Et donc, sachant ça, on donne plus d'efforts et on est motivé pour travailler plutôt une que pour travailler l'autre. Je me rappelle qu'au début de mes études, j'avais les partiels des maths et les partiels d'informatique. Alors, les maths, j'aime pas. L'informatique, encore moins. On est dans la même team. C'était dans la même UE, en fait. C'était dans la même UE. Alors, j'ai fait des calculs. Et sachant que je pouvais rater 100% le partiel d'informatique, mais si j'avais fait un bon partiel des maths, j'étais bien. Donc, j'ai donné tous mes efforts et toute ma motivation à mathématiques, et j'ai donné aucun valeur au travail pour le partiel d'informatique. Alors, à la fin, j'ai tombé sur la même note. C'est un peu bizarre, mais des fois, ça arrive comme ça. Mais des fois, c'est comme ça, en fait. Donc, il y a différents facteurs. Et aussi les temps.
parce qu'au bout d'un moment, l'école, les études, ça devient une routine. Et la routine, ouais. Voilà, ça devient ennuyant. Ça donne plus d'intérêt. On fait toujours la même chose, même si les cours se changent. Mais la motivation c'est pas parce qu'on fait la même chose. On va à l'école d'ingé tous les jours, on va à l'université tous les jours. On voit les mêmes personnes. Bon, c'est bien de voir tes amis, mais au bout d'un moment, ça devient répétitif. De voir les mêmes profs tous les jours, d'être dans les mêmes salles tous les jours. Et donc ça aussi, ça fait que, pour moi, dans mon cas, plus avançaient les temps, moins j'étais motivé pour faire des études. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais faire le minimum pour réussir. Et je faisais le minimum, mais le minimum pour moi, c'était d'avoir des bonnes notes, quoi. J'ai donné des efforts. Mais il y avait des moments où j'étais pas motivé et je m'efforçais à apprendre. Et j'apprenais par cœur. Et ça, c'est pas l'idéal pour réussir ces études, parce que dans les études, on a des outils. Chaque année, chaque semestre, on apprend des outils et il faut les garder dans des boîtes outils. Mais si on apprend par cœur, ça devient pas un outil, ça devient quelque chose, une connaissance qu'on va l'utiliser en fois et après on l'oublie. Et donc ça se transforme pas dans un outil et ça marche pas, quoi. Il y avait des fois, tu as dû apprendre certaines choses par cœur, dans des cas spécifiques pour réussir les examens ou... Oui, il y avait des cas, dans la plupart des partiels, il y avait la possibilité d'avoir des documents. Donc à ce moment-là, il fallait pas, ça c'est une chose positive, parce qu'on n'apprend pas par cœur des formules, on n'apprend pas par cœur des trucs, des concepts, parce qu'ils vont pas demander ça. Parce qu'ils savent, les profs, ils savent que ça sert à rien de savoir par cœur des formules, ils savent que ça sert à rien de savoir par cœur des concepts qui sont sur Internet. C'est un peu dur de dire comme ça, parce qu'ils disent, les profs disent, il faut avoir une connaissance minimum. Oui, mais c'est des trucs qu'on peut trouver facilement, en tapant sur notre téléphone portable qui est avec nous. Dans la vraie vie d'ingénieur, dans la vraie vie de professionnel, on ne va pas avoir une limite. On a une limite de temps, mais ils vont pas nous dire, t'as 1 heure pour réussir un problème. Et ils vont pas te dire, t'as que tes connaissances. Non, t'as des différents outils, t'as une équipe qui va t'aider, t'as des collègues. Donc voilà, c'est pas la vraie vie. Donc avoir les documents avec toi, ça ressemble un peu à la vraie vie. Pas totalement, mais ça déjà, tu peux te baser sur les connaissances que t'as acquis et dans les polis, tu peux les faire en parallèle avec tes collègues dans les travails. Donc t'as un support. Donc après, il y avait des métiers, plutôt pas des métiers, mais des cours où il fallait savoir par cœur des concepts et style, je me rappelle une matière, c'est le risque professionnel. Le risque dans les lieux professionnels. On l'avait fait en tronc commun en première année. Oui, et donc là, il faut savoir les concepts de lois, des règles. Et là, voilà, même si tu l'as, c'est des trucs qui doivent être réflexifs, qui doivent sortir de ta tête rapidement, parce que tu dois trouver si ton poste de travail c'est sécure ou pas, si tu peux travailler en sécurité ou pas, pour éviter des accidents nécessaires et qui peut ramener des problèmes de santé pour d'autres, pour nous-mêmes, aux problèmes légaux. Donc ça, il faut savoir par cœur. Et ça, il y a des matières comme ça il faut les savoir. T'as pas le choix de dire bon, je vais les raisonner, parce que les lois, tu les raisonnes pas. Tu les sais ou tu les sais pas. Et il y a des trucs qui sont comme ça. Donc après, aussi les unités dans certains trucs des métiers des physiques, des chimies, il faut savoir les unités, il faut les savoir par cœur, il faut savoir faire des conversions. Et des fois, il te permet pas les réflexes qu'ont les profs, c'est de dire tu dois savoir transformer, je sais pas, de telle unité à telle unité rapidement. Après, ça, pour éviter de perdre le temps dans les vrais travail. Donc ça, il y a des moments comme ça qu'il faut savoir par cœur, il faut apprendre par cœur. Et c'est des trucs qui, à la fin, ça marche si tu les utilises tout le temps. Des trucs les savoir par cœur, ça sert si tu l'utilises tout le temps. Mais si tu l'utilises une fois pour le partiel, et après tu l'oublies, et ça sert à rien, tu vas les perdre. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'il y ait des métiers ou des cours où je pense que c'est plutôt mieux de pas d'apprendre par cœur, mais de vraiment enseigner. Il faut créer les outils pour se défendre dans la vraie vie, dans le travail. Tu penses à quoi, par exemple? Je sais pas si tu as un exemple qui te vient en tête. Pour transformer des outils, par exemple, je me rappelle les tables de conversion. Ils nous ont enseigné à faire des conversions par exemple des kilogrammes à, on va dire, je vais dire en connerie en grammes, ou des
des newtons ou à d'autres trucs. Et des fois, il nous dit, voilà, vous savez que telle quantité des newtons, c'est telle quantité des, je sais pas, kilogrammes force ou un truc comme ça. Alors, c'est dommage, parce que ça, on retient, mais dès qu'on oublie un petit truc, voilà, on sait plus transformer. Alors, quand il nous enseigne à transformer, l'unité vient de là. Alors, le newton, ça vient, c'est conformé par les kilogrammes, les mètres, les secondes carrées. Alors, on peut, et pour transformer en kilogramme force ou en autre truc, tu dois savoir que, voilà, tu dois diviser par des newtons, tu dois multiplier par des kilogrammes, ouais, plein de trucs. Là, tu comprends d'où vient l'unité, et quand tu comprends d'où vient l'unité, tu es capable de transformer vers une autre unité, ou vers une autre magnitude, sachant pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? On sait d'où vient l'accélération, on sait d'où vient la vitesse, mais après, des fois, on mémorise comment faire les changements des magnitudes, et on sait pas d'où vient l'unité. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de profs m'ont appris, et c'était très, très génial. Et parce que je connais d'où vient l'unité, donc je connais la réalité physique qu'il y a derrière l'unité, et donc je peux faire la conversion d'une magnitude physique à une autre magnitude physique, parce que je comprends la réalité physique des deux, et donc je comprends les liens entre les deux. Et donc même sans savoir combien ça fait d'une unité à l'autre, sans utiliser une table de calcul ou un truc comme ça, je peux faire la conversion facilement, parce que je comprends les liens, et donc je me trompe pas au moment de faire la conversion. Donc ça, c'est une méthode pour savoir retenir quelque chose, enfin apprendre quelque chose et ne pas les oublier, ne pas seulement apprendre la chose par cœur, mais faire le lien, essayer de trouver une manière qui fait en sorte que la chose existe ou que la chose se fasse comme ça. Voilà. Essayer de comprendre l'essence de la chose au lieu d'apprendre la chose par cœur. Oui. Parce que si on apprend des concepts par cœur, ça peut facilement disparaître parce qu'on n'utilise pas tous les jours. Alors, si on apprend la réalité qu'il y a derrière, ou on a comment la chose s'est fait. Voilà, comment les choses s'est fait, si on apprend pourquoi la chose s'est fait, et si on fait un vrai lien entre ce qu'on voit au papier et ce qu'on voit dans la vie. Et voilà, ça c'est facile à retenir parce qu'on peut faire le lien avec des trucs de notre vie, des trucs qu'on voit tous les jours. On voit tous les jours des voitures. Alors, si je me trompe pas, il y avait un prof qui nous disait qu'une magnitude de force, c'était avoir une voiture suspendue à 1 mètre du sol. Je me rappelle pas si c'est des mégapascales. Honnêtement, je l'utilise pas, je l'utilise pas il y a longtemps, c'est pour ça que je commence à oublier l'explication de mon prof. Mais bon, ça les donne, c'est un exemple, ça les donne une réalité physique. On sait qu'est-ce que c'est une voiture, on sait qu'est-ce que c'est 1 mètre. Donc on peut deviner, on peut pas deviner, mais on peut faire un lien à qu'est-ce que c'est un mégapascal, un gigapascal. Alors que si on dit c'est un gigapascal de pression, bof, ouais, c'est un gigapascal, c'est une unité, mais n'a pas de sens, on sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc on peut faire des liens comme ça. Et c'est plus facile à retenir, comme ça, qui est d'essayer de dire, voilà, des gigapascals, c'est des gigapascals. Ou des gigapascals, c'est une unité de pression, oui, mais ça représente quoi dans la vraie vie? Bon, ça, ok, super, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça, dans le monde, dans le domaine scientifique, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire. Dans notre cas, à l'école d'ingé et tout. Alors, admettons que, par exemple, une personne fait des études pas vraiment des études de littérature, ou lorsque tu apprends quelque chose qui n'est pas des phénomènes physiques comme un poids où on te dit que c'est la masse fois l'intensité de pesanteur, on te dit que si une personne ne peut pas se tenir à l'air libre à 2 mètres du sol quoi qu'il arrive, il y a la force du poids qui va faire tomber la personne. Si on se trouve pas dans ce cas-là, où est-ce que tu aurais d'autres méthodes qui te permettent par exemple de mémoriser les cours et surtout ne pas les oublier après? Alors, quand c'est des trucs... Les formules, par exemple, voilà. Ou de maths, où on te dit que A carré moins B carré égale A moins B, facteur de A plus B, des méthodes un peu plus généralistes qui peuvent servir n'importe quel étudiant pour mémoriser les choses sans les oublier. Voilà. C'est vrai qu'il y a des métiers, puis il y a des carrières qui utilisent beaucoup la mémorisation. Alors, par exemple, on parle d'un médecin. Le médecin, il avait besoin de savoir les concepts, parce qu'il avait besoin de savoir. Alors ça, c'est encore compliqué, parce que quand même, tu peux faire les liens entre... Ou les définitions biologiques, par exemple. Voilà, les définitions biologiques. Je pense qu'il faut le transformer en quelque chose de simple. Alors, on voit dans les livres, sur Internet, sur les articles qui donnent des définitions trop complexes.
C'est aussi ça le problème, en fait. Voilà. Et donc, c'était beaucoup de mots qui sont complexes. Alors, c'est déjà difficile de retenir beaucoup de mots dans un coup. C'est encore plus difficile de retenir beaucoup de mots dans un coup, qui sont des mots complexes. Oui. Alors, je pense que la première pas, c'est transformer la définition qui est sur le livre ou qui est donnée par les profs dans tes propres mots. Oui. Donc, une fois que t'as transformé tout dans tes propres mots, tu le comprends mieux, c'est ton propre langage. Et après, c'est plus facile de retenir parce que, c'est toi qui l'as créé. Oui. Quelque chose que tu crées, tu le retiens plus facilement. Et deux, c'est plus facile à le répéter. Alors, la répétition, c'est quelque chose qui aide beaucoup à la rétention dans la mémoire. Yes. Mais c'est difficile de répéter des trucs compliqués parce que à première répétition, tu vas oublier la moitié. Alors, ça sert à rien. Mais quand tu le transformes dans des définitions moins complexes et plus petites, avec moins de mots, mais qui, quand même, restent, et tu es capable de le comprendre et ça transmet la même idée qu'il est défini complexe. Là, tu peux les répéter plusieurs fois et tu l'auras. Et un conseil que je donne, c'est de dormir bien. Ça peut être trivial. Mais moi, par exemple, dans mon cas, j'ai jamais étudié les matins. Sauf une fois que je suis le contraire. On est les opposés, ouais. Ouais, tu n'as jamais étudié le matin, ouais. Parce que je sais que pendant les repos, quand tu dors, par exemple, tu retiens plus. Et tout ce que tu as mémorisé pendant la journée, ça se transforme de la mémoire courte à la mémoire longue. Oui. À la mémoire long terme. Donc, je pense que pour moi, un bon conseil, c'est tu restes tard les soirs. Aussi, il faut pas rester jusqu'à que tu peux plus tenir parce que tu vas comprendre rien. Mais tu restes tard les soirs et tu peux dormir, ça en dormant. Même une fois, j'avais rêvé avec ce que j'avais étudié. Donc, ça veut dire que ça commence à rester enregistré dans mon cerveau. Ça, c'est pour les partiels, pour la journée avant les partiels. Et aussi, commencer à étudier ou à travailler les cours en avance. Alors, pourquoi on avance? Des fois, notre capacité, ça dépend de personnes, il y a des personnes qui ont des capacités pour travailler des heures et des heures, ils restent concentrés. Une capacité de concentration d'une journée entière. Dans mon cas, c'était pas comme ça. Moi, j'ai été capable de me concentrer pendant 2 heures. Pendant 2 heures? Oui, 2 heures. Et donc, moi, j'ai fait ça pour administrer mon temps de meilleure manière. Je me disais, voilà, il y a un partiel ici à 12 semaines. Je peux pas travailler les lundis et vendredis parce que voilà, c'était mon principe de ne pas travailler de lundi à vendredi parce que j'avais déjà été toute la journée à l'école. Donc tu ne travaillais pas de lundi à vendredi, tu ne travailles pas tes cours? Non. Sauf s'il y avait partiel. Quand il y avait partiel, je prenais les journées avant, la soirée avant les partiels pour relire les cours. Pour revoir ce que j'avais déjà travaillé. Pour rafraîchir la mémoire. Mais ce que je faisais, c'était le week-end. Alors, ça peut changer. La personne peut travailler un peu de temps de lundi à vendredi pour laisser le week-end libre pour faire n'importe quoi. Moi, je préfère travailler les week-ends. Donc moi, j'ai travaillé 2 heures. Après, je prenais un petit repos. Après, je travaillais 2 heures. Bon, c'était jusqu'à ce que j'étais concentré. Et donc, c'était 2 heures, c'était trop peu pour travailler tous les cours. Mais comme j'étais capable de faire ça 3 fois dans la journée, donc samedi et dimanche, voilà, j'avais 6 petites sessions de travail. Et comme je faisais ça 2 ou 3 semaines avant, donc j'avais 2 ou 3 week-ends pour me préparer. Juste les 6 sessions dont tu parles, c'est tout le week-end ou 6 sessions samedi, 6 sessions dimanche? Non, tous les week-ends. Okay. C'est 3-3. 3-3. Ok. Voilà. Parce que mon temps de concentration, c'était 12 heures. Donc, je faisais 12 heures, je faisais un long... Et comment, à partir de quel moment tu as su que ton temps de concentration, c'était 2 heures? Quand je commençais à penser à d'autres choses. Par exemple, j'étais concentré, disons, dans les chimies. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que... Voilà, je pensais à d'autres choses. Je commençais on va pas dire, je partais pas dans les délires, mais j'ai commencé à penser à des trucs, banal quoi, qu'est-ce que je vais manger ou quel épisode de ma série préférée je vais voir aujourd'hui, où je commençais à penser des trucs cons comme dire pourquoi je sais pas pourquoi ça s'appelle cuillère alors qu'il y a un nom mais j'ai mis un exemple con quoi. Mais voilà, ces trucs banals. Et du coup, juste petite parenthèse, lorsque tu dis que tu travailles par exemple que 2 heures ton temps de concentration, les 2 heures c'est vraiment non-stop ou dans les 2 heures tu fais 30 minutes, 5 minutes de pause, 30 minutes ou c'est 2 heures non-stop? Non, dans mon cas c'était 2 heures non-stop. D'accord. Après il y avait 1 ou 2 minutes où j'ai posé les stylos, mais c'était pour essayer de réfléchir à ce que j'avais écrit. Parce que moi,
Ta méthode de travail. Ma méthode de travail, c'était dans les cas des ingénieurs, on faisait beaucoup de TD, dans des exercices mathématiques, chimiques, tout. Donc ma méthode de travail, c'était de refaire tout ce qu'on avait déjà travaillé en cours. Parce qu'en cours, même soit des métiers d'ingénieur, soit des métiers de littérature, soit des métiers, mais on prend des notes, on fait des trucs en cours. Et des fois, les profs, ils doivent y aller tellement vite qu'il n'y en a pas les temps de réfléchir à ce qu'on écrit. On écrit, mais on ne le retient pas, on ne le réfléchit pas. Et donc, on fait que recopier avant que le prof efface tout. Voilà. Et donc, comment on réfléchit pas, mais on retient pas. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a. Des fois, tu peux écrire n'importe quoi et tu te rends pas compte. Alors donc, il faut refaire, par exemple, si c'est une métier qui fait des TD, des exercices, et chimie, mathématiques, physique, les refaire, je les refaisais tout. Tous mes TD. Et je les refaisais d'une manière plus ordonnée. Ça veut dire, j'écrivais bien, joli et tout, tout était nickel, alors que mes vrais TD que j'ai fait en cours, c'était un peu le bordel, quoi. Il était écrit un peu partout. Parce qu'il fallait noter rapide et aussi j'étais pas trop concentré en cours. Des fois, à la fin de la journée, on est fatigué, quoi. Et quand tu le fais, tu recopiais juste les TD au propre, ou tu prenais ton sujet comme ça et tu essayais de refaire le TD sans voir les corrections et sans les cours, ou tu t'aides du cours pour pouvoir résoudre le TD? C'est quoi la première étape et les étapes que tu suis lorsque tu refais le TD? En gros, pour moi, c'était recopier. Parce que déjà, essayer de faire les TD. Ok. La première étape, tu recopiais pour que ça soit propre, lisible, carré. Voilà. Okay. Parce qu'essayer de faire le TD sans regarder la correction, sans regarder les cours, ça sert à rien. Parce que tu sais rien. En gros, moi, je savais rien. Moi, j'avais rien appris presque. Alors, ce que je faisais, c'est à chaque exercice, j'essayais de comprendre pourquoi on obtenait les résultats. Donc, les premières pas, c'était passer au propre l'exercice. C'est jamais recopier tous les TD, mais j'ai recopié l'exercice d'abord. Et une fois, j'ai commencé à relire l'exercice, dire pourquoi j'ai cette valeur-là, pourquoi il y a ces trucs-là qui marchent, pourquoi il n'y a pas ces trucs-là qui marchent. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir. C'est là que j'ai posé les stylos et j'ai commencé à réfléchir. Alors, c'est là que aussi qu'il y avait les questions qui apparaissent, c'est là que c'est le moment où il apparaît les questions. Qui après j'étais censé poser au prof. Ok. Donc je me suis dit, ah ouais, mais je comprends pas pourquoi. Alors j'avais pas compris parce que j'étais pas présent au TD comme ça. J'étais présent pour recopier mais pas pour apprendre. Et donc là j'ai noté la question de l'exercice, j'ai noté le numéro de l'exercice et j'ai noté la question avec mes propres mots. Parce qu'avec mes propres mots, je peux rappeler les concepts qu'il y avait derrière de la question. Et après, je continue avec les suivants, et voilà, les suivants, jusqu'à finir les TD. Et après, j'ai commencé avec les TD suivants, et j'ai commencé avec les TD suivants, et j'ai commencé les TD suivants. En gros, ça va assez vite. On pense que ça va prendre trop de temps, mais ça prend pas trop de temps de recopier et réfléchir. Parce que déjà, on recopie à notre vitesse, donc on peut, quand c'est déjà fait, on peut recopier en propre rapidement, et après réfléchir. Bon, ça c'est la partie qui prend plus de temps, mais ça nous aide à comprendre, et des fois on se rend compte qu'on comprend trop tous les TD. Et à la place de se casser la tête à comprendre pourquoi ça marche pas, et de faire des recherches compliquées sur Internet, de faire des recherches compliquées sur les cours, parce que des fois les cours sont compliqués aussi, ils sont faits de manière compliquée. Et les profs ne comprennent pas ça. Je préférais noter une question simple que je pouvais poser dans une session des questions, parce que les profs sont ouverts à ça. Beaucoup de profs sont ouverts à te donner un créneau de 1 heure ou 1 heure pour poser des questions simples. Et donc là, voilà, j'avais mes questions, et donc j'étais capable de libérer cette partie de ma tête, et dire voilà, TD1 c'est fait, il a des questions, mais je les comprends. Et oui, comme la plupart il y avait des documents, et j'étais capable de revoir les TD propres pour et je comprenais ce que j'avais écrit, donc c'était plus facile à retrouver la réponse dans les documents. Et c'est pour ces questions que j'avais écrit. Mais voilà, j'avais les questions, je posais les questions, et à côté de l'exercice où il y avait la question, même si la réponse elle était correcte, j'ai noté la réponse, et ça marche par telle et telle raison. Et ça m'aidait à comprendre mieux. Et comme j'avais beaucoup de temps en avance, j'avais aussi beaucoup de temps en avance pour poser des questions. Donc les profs, ils avaient les temps. Et comme les profs, ils avaient les temps, donc ils pouvaient prendre le temps pour me répondre. Donc des fois, c'était des créneaux d'1 heure et demie. Et on s'en rendait pas compte. Parce qu'il y a des profs qui sont très occupés, donc ils te donnent 15 minutes, et donc tu poses des questions rapidement, et des fois tu dois sauter des questions.
Et tu peux la bosser à tes camarades de l'école, quoi. Des fois, c'est pas que les profs qui te répondent, des fois, c'est les camarades qui ont compris mieux, quoi. Ou qui ont déjà travaillé un peu les cours et qui ont travaillé avec une autre méthodologie, et donc ils comprennent mieux. Et donc ça peut t'aider. Et donc c'est surtout pour mémoriser, pour des trucs de médecine, de littérature, d'ingénierie et tout, c'est commencer à travailler en avance. Après, il y a des gens qui vont dire, bon, j'ai peur d'oublier. C'est pour ça que les jours avant l'examen, il faut revoir tout. Mais ça prend moins de temps parce que tu vas pas réécrire tout, tu vas lire vite fait, quoi. Surtout, spécialement si tu as des documents avec toi. Alors, pour mémoriser, c'est bien, dans les cas où il faut vraiment mémoriser des concepts compliqués. Déjà, comme j'avais dit, transformer les concepts avec quelque chose de plus facile. Et là, c'est bien de travailler travailler tous les jours, mais peu de temps. Peu de temps, 15 minutes, 30 minutes. Je me rappelle que quand j'étais en train d'apprendre le japonais, il y a un truc, tu dois apprendre l'alphabet. Il s'appelle hiragana et katakana. Alors, chacun c'est 26 symboles, si je ne me trompe pas. Et donc, au total, c'est 52 symboles. Et donc, ces 52 symboles, c'est pas facile de retenir d'un jour à l'autre. Donc, ce que je fais, c'est des petites sessions des 5-10 minutes pour les écrire, et les réécrire, et les réécrire. Donc, la répétition à ma manière. Et toi, tu faisais la répétition en écrivant. Tu apprenais visuellement et tu écrivais ou comment tu faisais? Oui, c'était en écrivant moi-même. Parce que déjà, c'était facile à reconnaître les trucs une fois qu'on l'a lu plusieurs fois, mais à l'écrire, c'est compliqué. Donc il n'y a pas la connexion entre notre sens de la vue et notre main. Donc il fallait les réécrire. Donc moi, j'avais l'habitude de réécrire. C'est pour ça, moi, même pour des trucs qui sont de réflexion scientifique et de raisonnement physique, il fallait réécrire parce que comme ça, ça m'aidait à apprendre des formules. Ça m'aidait à apprendre, et écrire les unités aussi, ça m'aidait à apprendre des formules. Non, je trouve que c'est bien, c'est compliqué encore pour des matières qui sont très très longues, comme de médecine ou de psychologie ou de littérature, ou des trucs comme ça, ou d'histoire, parce que là, il faut écrire beaucoup. Mais en gros, transformer des pages et des pages des livres dans des petits concepts ou des petits raisonnements et les réécrire, ça, je pense que c'est déjà un premier pas important pour retenir. Parce que non tout le monde a les mêmes capacités de rétention. Il y a des personnes qui peuvent retenir beaucoup d'informations dans des courts termes, donc ils peuvent travailler leur cours un jours avant de partir au partiel. Et il y a des gens qui peuvent retenir en long terme en répétant tous les jours. Et au bout d'un moment, ils les savent par cœur et c'est comment faire de vélo. Voilà. Donc voilà, c'est surtout mes conseils pour n'importe quelle matière, c'est commencer en avance et de réécrire ce qu'on peut réécrire et simplifier les choses qui sont compliquées. Voilà, c'est les 3 conseils principaux que je donne pour n'importe quel métier. Parce que voilà, c'est la manière la plus simple, non seulement de pas se compliquer la vie, en travaillant beaucoup de cours en même temps, pour un partiel qui arrive très tôt, mais aussi avoir le temps de poser des questions, de réfléchir, de poser des questions aux profs, aux camarades, aux amis, ou d'autres personnes, ou voir des vidéos sur YouTube, ou des trucs. Voilà, aujourd'hui, on a tellement de ressources pour apprendre, mais on n'a pas le temps de les utiliser parce qu'on ne fait pas les trucs en avance. Donc il faut s'organiser. Moi, j'ai travaillé le week-end parce que j'avais rien à faire le week-end. Il y a des gens qui ont des trucs à faire au week-end. Donc vous pouvez travailler après les cours, mais bien en prenant une pause après les cours et commencer à travailler, mais pas vous saturer parce que ça sert à rien. Il y avait un prof d'anglais qui nous disait tout le temps à l'école d'ingénieur que ça sert à rien de pratiquer l'anglais un jour à la semaine, 4 heures. C'est mieux de pratiquer l'anglais tous les jours, 15 minutes. Parce que comme ça devient une habitude. Et ça, la répétition, elle est plus facile, parce que c'est moins de charge, et on peut le faire, si on le fait en avance, on sera prêt pour les partiels. Voilà. C'est également ma méthode, et les révisions quotidiennes, le fait de travailler tous les jours, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment efficace et que je recommande. Je voulais juste revenir sur ce que tu me disais par rapport à ta méthode de mémorisation. Lorsque tu apprenais le japonais et tu répétais, tu écrivais. Tu penses quoi de l'utilisation des différentes méthodes de mémoire, enfin des différents types de mémoire, la mémoire visuelle, corporelle, auditive? Comment un étudiant quelconque peut l'utiliser afin de pouvoir mieux mémoriser ses cours?
Alors, comme je pense, en fait, ce que je considère, c'est qu'il faut utiliser les trois, il faut faire un mélange des trois. Et comment on fait ça? Alors, pour le truc de cours scientifique, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut pas, on peut pas utiliser la mémoire auditive sauf si on enregistre notre cours et on l'écoute. Et c'est vrai que si on écoute l'explication du prof à chaque fois, et bon, ça sert à rien. Alors, mais pour des trucs qui sont importants à mémoriser, c'est qu'on peut faire, c'est de nous-mêmes les concepts. Parce que comme j'avais dit avant, il faut transformer les concepts complexes en concepts plus faciles, qui ont été écrits par nous-mêmes, avec nos propres mots. Alors ça, on peut l'enregistrer. Et vu le temps, parce qu'on a beaucoup de temps mort dans la journée. Alors, quand on prend les bus, les métros, quand on attend, même quand on attend les bus pour venir, alors, beaucoup de gens, ils s'aiment écouter la musique. Mais la musique, à la place d'écouter la musique, on peut prendre 10 minutes pour écouter ce qu'on avait enregistré. Donc, quand on travaille les cours, on travaille la mémoire corporelle et visuelle parce qu'on écrit, donc notre main suit les lettres et on voit ce qu'on écrit. Et après, on peut écouter le temps mort qu'on a pendant la journée, c'est qu'on avait nous-mêmes dit, écrit et qu'on l'avait enregistré. Alors, des fois, les personnes n'ont pas les voix la plus sexy, c'est un peu choquant de nous écouter. Mais une fois qu'on est habitué, parce que c'est nous-mêmes qui écoute, et donc ça pose aucun problème. Une fois qu'on a enregistré, on peut l'écouter 5 minutes. Il faut pas écouter tout le voyage. Par exemple, si on a un voyage de 30 minutes dans les bus, parce que des fois on habite loin de notre université, bon, il faut pas écouter 30 minutes la même chose, parce que ça devient annoyant au bout d'un moment. Et 10 minutes, on écoute différents trucs. Et comme ça, on retient. C'est pour ça que je trouve aussi plus facile retenir des documentaires quand ils expliquent un truc, qu'est qu'on le voit dans un livre. Par exemple, un documentaire historique, il donne beaucoup plus, parce qu'il donne pas assez d'informations comme un livre ou un bouquin historique, mais c'est plus facile à retenir parce qu'il y a la mémoire visuelle et la mémoire auditive qui participe. On écoute le narrateur parler et on voit les actions. Alors, je pense donc, si je prends cet exemple-là, je pense qu'il doit y avoir au moins 2 mémoires qui soient actives en même temps pour bien retenir. C'est difficile de mettre les 3 en même temps, de mettre en place les 3 en même temps, mais je pense qu'il y a déjà 2, c'est pas mal. Et quand même, quoi qu'il arrive, on aura 2 qui vont être pressants, quoi. Si on écrit, on a la mémoire corporelle et visuelle. Si on écoute quelque chose ou un film ou un truc, une documentaire historique, voilà, la visuelle et l'auditif qui marche. Alors si on fait les 3 en même temps en disant on a un concept, on les réécrit, on l'écoute, c'est un peu répétitif, donc c'est difficile de mettre en place les 3. Mais je pense que c'est déjà, c'est déjà pas mal. Par exemple, on peut faire ça en voyant un cours enregistré. Aujourd'hui, on est dans l'époque dans certains pays où on a les cours digital. Et donc ça, on peut voir d'abord l'explication du prof et ce qu'il fait, faire une pause de la vidéo et réécrire ce que le prof expliquait avec notre propre mot. Donc d'abord, on fait travailler la mémoire visuelle et la mémoire auditive en écoutant ce que le prof dit. Après, quand on fait la pause, on fait travailler la mémoire visuelle. Donc il y a une connexion toujours. Et la mémoire corporelle en écrivant avec notre propre mot. Donc comme ça, on fait travailler les 3, un peu en décalage, mais on fait travailler les 3. C'est la meilleure manière que je trouve qu'on peut faire travailler les 3 et mixer les 3. Parce que c'est compliqué d'écouter, écrire et voir en même temps tout ce qu'on fait. Je pense que surtout en classe où ça va très vite. Oui, surtout en classe. Mais si on le fait avec des petits posts, des cours internet, ou comment le dire, des cours sur internet qu'on va trouver, voilà, ça devient plus facile. Même on peut prendre le temps de enregistrer seulement l'explication du prof, et une fois qu'on a enregistré l'explication du prof, écouter de nouveau l'explication, donc on a la mémoire auditive, et après voir écrire, et donc on a la mémoire visuelle et la mémoire corporelle. Et donc ça aussi, c'est une autre manière de faire travailler les 3 en même temps. Donc vraiment réussir à combiner les différents types de mémoire et en faire quelque chose qui va faire qui va participer à l'apprentissage, ça peut vraiment devenir quelque chose d'explosif. Oui, ça peut aider beaucoup en fait. Surtout pour les cours qui sont qui font même c'est trop. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de ma cuisine. Elle avait à l'époque, maintenant elle a déjà plusieurs années en travaillant comme médecin généraliste. Mais à l'époque, quand elle était étudiante, elle enregistrait ses cours.
Et elle enregistrait non seulement ses cours, mais elle enregistrait aussi ses notes. Enfin, elle notait des trucs et elle enregistrait les notes, donc elle pouvait les reproduire et s'écouter elle-même, comme je disais, les notes qu'elle avait prises par rapport au cours. Donc elle avait les deux, elle avait les cours de prof, elle avait ces notes qu'elle a pris en stylo dans un bloc-notes, elle l'a enregistré en version audio. Je pense, oui, c'est à peu près ça. Ok. Oui. Des fois c'était des trucs, des pensements à elle, des fois c'était des trucs écrits. Donc elle avait ça. Avant, c'était plus compliqué. Maintenant, avec le portable, on peut faire ça. Ouais. Il fallait avoir le sous-titres. C'était une technique moins efficace parce qu'il fallait avoir déjà l'argent pour acheter l'équipement. Maintenant, on a un portable et peu importe le portable, on peut enregistrer notre propre voix et voilà, et faire le truc. Super, ok. Je voulais revenir sur le fait que tu me dis que tu travailles que le week-end et que tu ne travailles pas la semaine. Déjà, pourquoi tu as pris cette décision? Parce que moi, c'est un peu exceptionnel parce que la plupart des étudiants que je connaisse, tout comme moi, ils essaient de travailler tous les jours de la semaine. Moi, les week-ends, je travaille également. La plupart des étudiants, ils veulent travailler dans la semaine et leur week-end, c'est le week-end. Toi, c'est un peu le contraire en tout cas, tu me dis que tu travailles que le week-end dans ton organisation. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette organisation? Moi, c'est vraiment spécifique à moi. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes comme ça, mais moi, vu le fait que j'étais étudiant étranger, je sortais pas trop le week-end. Alors, comme je sortais pas trop le week-end, pour moi, les week-ends, c'était de temps, je veux pas dire de temps mort, mais c'était de temps profitable. Plutôt que de temps mort, c'était des temps profitables. Ouais. Et donc, comme c'était de temps profitable, j'utilisais. Alors, moi, j'ai trouvé que déjà avoir vécu 6-7 heures de cours, ça déjà prend beaucoup d'énergie. Donc, après d'avoir utilisé toute cette énergie pendant les cours, et qu'on a déjà utilisé notre cerveau, parce que des fois il faut réfléchir pendant les cours, les profs posent des questions, ils essayent de nous faire penser, mais ça marche pas, parce que personne parle. Parce que des fois, voilà, je l'ai dit, je pense que je parle par tout le monde, c'est compliqué de participer au cours, parce qu'on a les peurs de rassembler des cons. Et c'est vrai, parce que moi, je posais beaucoup des questions qui étaient cons. Alors pour moi, c'est pas des questions qui sont connes en soi. Après, c'était des questions qui étaient évidentes. Oui. Mais à cause de fatigue, parce que déjà suivre 12 heures de cours, ça devient pas évidente. Et donc, au bout d'un moment, on pose des questions qui sont évidentes, peut-être pour les autres, et même pour nous, mais qu'on est bien rebossé. Et donc, l'étudiant, il a peur de poser ces questions-là parce qu'elles sont des questions redondantes. C'est des questions qui ont été déjà expliquées, peut-être il y a 100 secondes. Et l'effet de poser la question, ça peut montrer que l'étudiant n'est pas attentif et donc ça donne une mauvaise impression au prof par rapport à l'étudiant. Moi, j'ai laissé un peu ce peur de côté parce qu'il avait des trucs que je voulais demander. Donc, j'ai fait ça toujours. Des fois, j'ai posé les questions à ce moment-là parce que c'était des questions qu'il fallait poser rapidement. Sur le coup, ouais. Des fois, j'ai mémorisé la question, j'ai retenu la question dans ma tête, et après, à la fin des cours, quand il y avait quand les étudiants commençaient à sortir prendre les cafés, moi, je posais la question. À ce moment-là, c'était plus confortable pour moi. Mais les profs, quand même, ils essayent de nous faire penser, ils posent des questions, qu'ils doivent répondre eux-mêmes. Parce que des fois, on n'a pas la force mentale pour répondre, ou on n'a pas l'envie de répondre parce qu'on pense qu'il va répondre des trucs cons. Et c'est quelque chose qui va jamais s'enlever, je pense. Parce qu'on est dans les cours, on est dans une situation où on est jugé. Même si personne nous écoute, on se sent jugé. Non seulement par les étudiants, mais surtout par les profs. Qui peut avoir comme je l'ai dit, une mauvaise impression si on dit des trucs cons, mais cons dans les niveaux de 2 plus 2 égale à 6. Voilà. À ces niveaux-là, donc c'est des trucs qui viennent à ma tête et j'ai dit, voilà, je me sentais comme ça si je posais des questions ou si je répondais des questions. Et donc, ça, on est fatigué, ça nous fatigue aussi, ça les fatigues psychologiques que j'avais mentionné tout à l'heure. C'est fatigant psychologiquement. Et donc, pour moi, c'est de sortir de l'école déjà fatigué. De prendre les bus, des fois, ça prend il y a des gens qui conduisent, et donc ça fatigue aussi, conduire, ça fatigue surtout. À Toulouse, je me rappelle qu'il y avait un camarade à moi qui me disait que la roquette, c'était le bordel à l'heure qu'il sortait, donc il était encore plus fatigué. Et donc sortir de ça, prendre les bus, conduire, donc ça fatigue beaucoup, et donc arriver fatigué, à prendre une petite pause de quelques minutes pour continuer à travailler, pour moi, ça n'avait pas l'essence parce que ça m'optimisait pas mon temps. J'avais pas une nuit de sommeil
qui me permettait de me récupérer totalement, d'avoir toutes mes énergies 100% pour travailler. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision. Pour moi, la journée est finie à 18 heures. 18 heures, mon cerveau, il se déconnecte. Parce que déjà, j'ai besoin aussi de l'énergie pour travailler la journée suivante. Je dois me lever, même si on est que des éponges qui absorbent de l'information, il faut faire un minimum d'effort pour prendre des notes. Et voilà, essayer aussi de comprendre ce que le prof dit, parce qu'on peut pas noter mot par mot ce que le prof dit, parce que le prof parle vite. Donc il faut faire un résumé de ce que parle le prof, et donc pour ça, il faut réfléchir un peu. Même si on réfléchit presque automatiquement, c'est un peu contradictoire de dire réfléchir automatiquement. Mais oui, on a l'habitude de prendre quelques trois mots, ou prendre les concepts, ou des fois il faut souligner quelque chose, ou dans les TD, oui, il nous laisse le temps pour réfléchir, mais après c'est fatigant tout ça. Donc des fois on réfléchit bien, on réfléchit pas bien. Donc pour moi c'était inutile d'être fatigué, c'est comme courir un marathon et décider de continuer à courir. Ça sert à rien si t'es déjà fatigué, tu vas te blesser. C'est surexercer et pour obtenir des résultats qu'à la fin, ça donne des bons résultats parce que les étudiants qui utilisent cette méthode, ils obtiennent des résultats. Bah, toi, en l'occurrence, tu es sorti le major de ta promo, tu as eu des très bonnes notes, ça veut dire que ça marche. Oui, ça marche. Donc, voilà, pour moi, c'est une inefficacité. Ouais. Voilà. Donc c'est mieux de se reposer parce que le vendredi on a le temps de partir faire la fête ou faire des trucs, pas trop quand même parce que sinon le jour suivant on aura besoin de toute la journée pour se récupérer. Mais on peut sortir, prendre un café, boire un verre ou faire des trucs avec nos amis. Et après on peut bien se reposer, on peut arriver à minuit et se reposer jusqu'à 8 heures de maths, 9 heures de maths. Bien dormir parce que si on dort à 8-9 heures, bien. Ça va, on va être prêt pour travailler. Et après, comme je dis, si une personne a un temps de concentration de 3 heures, il peut faire 3 heures d'un coup, et après, il prend le petit-déj, le déjeuner. Et peut partir prendre le déjeuner dehors, peut partir prendre le déjeuner avec un camarade et tout. Et il revient et il fait 3 heures de travail, de nouveau. Et donc, dans ces 3 heures de travail, il faut avancer. Donc, comme ça, c'est une manière d'optimiser le temps. Et aussi, surtout, optimiser l'énergie et l'apprentissage. C'est pour ça que moi, j'avais pris cette décision-là depuis que je suis arrivé en France. J'avais pas l'habitude. Depuis ton DUT, tu faisais déjà ça? Oui. Depuis le DUT, j'ai trouvé que c'était, parce que je sortais fatigué. Moi, je me sentais fatigué, je me suis dit, ça sert à rien. Si j'essaie de me forcer à étudier, je vais rien comprendre. En gros, ça va être un effet négatif. Je vais commencer à penser que je suis pas capable de réussir la matière parce que comme je suis fatigué, j'arrive pas à comprendre. Et comme j'arrive pas à comprendre, je vais m'en sentir mal. Et comme je me sens mal, ça c'est mal. Dès qu'on se sent pas confortable avec notre méthode d'étude, on va rien apprendre. Alors que les week-ends, j'avais le temps, j'avais l'espace pour me détendre, je pouvais perdre un peu de temps en faisant un truc à l'autre, en voyant un épisode d'une série et tout. Et sans la pression de dire, voilà, je dois me coucher à telle heure, parce que sinon je vais pas dormir bien, et si je rentre pas bien, je vais être fatigué, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'étudier les week-ends. C'est des sacrifices qu'il faut faire des fois. Pour étudier, il faut faire un sacrifice. Au bout d'un moment, ça devient une habitude et on devient tellement concentré que les week-ends, on sait que c'est le travail, le moment de travailler, et on peut se relaxer pendant le lundi et vendredi, on fait faire des trucs, quoi. Faire d'autres trucs, on peut rester, par exemple, si on aime être avec nos amis, on peut rester en parlant avec nos amis après l'école, quoi. On est déjà tous réunis. Et on peut rester jusqu'à 8, 9 heures, 20, 21 heures. Et après, on va dormir. On sait qu'on n'a pas la pression d'y aller étudier et travailler les cours. Parce qu'on sait qu'on a les week-ends. Alors pour moi, c'est pour moi. Alors pour moi, c'était comme ça. Et là, tu viens de dire quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Tu me dis que c'est au bout d'un moment, ça devient une habitude et tu sais que le week-end c'est comme ça et tu le fais parce que ça devient une habitude. Je sais pas si tu t'en souviens. Dès le moment où tu as commencé à te dire, je suis fatigué les soirs, donc je vais commencer à étudier que le week-end et les soirs conserver mon énergie pour que le lendemain je sois plus actif à l'école. À partir du moment où tu as commencé à prendre cette décision de le faire et jusqu'au moment où ça commençait à devenir automatique, ça commençait à devenir une habitude. Est-ce que tu te souviens, ça t'a pris combien de temps à peu près? Et est-ce que ça a été facile durant ce temps ou est-ce que des fois tu as eu des petits rechutes et durant le moment où tu as commencé et le moment où c'est devenu entre guillemets une partie de toi et que tu le faisais presque sans effort? Alors dans mon cas, c'est
c'est compliqué à l'expliquer depuis mon point de vue pour les étudiants, surtout les étudiants français. Moi, je sais que les étudiants français et les secondaires, terminales, ils sont de cours toute la journée aussi. Hein. Oui. Donc, en Équateur, on n'a pas les cours toute la journée, on a cours jusqu'à 13h, 14h, grand max 14h. Après, ça commence à changer. Mais à mon époque, c'était comme ça. D'accord. Donc, je savais que j'avais encore plus de temps, le soir, l'après-midi, mais le soir, pour faire les devoirs, parce que des fois, on avait pas mal de devoirs. Mais les devoirs, c'était de travailler les cours. À la fin, c'était des exercices, des nouveaux exercices, qui nous permettaient de pratiquer les cours. Donc, pour moi, la première fois que j'avais essayé cette méthode-là, c'était vraiment à l'IUT. Donc, pour moi, c'était vraiment un changement brutal. Un changement brutal qui était fait à cause mon sentiment de ne pas pouvoir réussir mon cours, mes études. J'avais vraiment peur de pas réussir. Donc, c'est pour ça que je m'imposais, j'avais l'obligation de m'imposer, c'était régime. Et comme je le dis, j'avais pas, quand on arrive dans un nouvel pays, on n'a pas des amis, quoi, d'un coup, qui vont t'inviter à faire des trucs le week-end. Donc, j'avais pas ça, j'avais les temps. Donc, les conditions étaient parfaites, on va dire, pour que je puisse imposer ce régime. Alors, c'est quelque chose que je me rends compte maintenant, c'est que plus on les fait, plus normal ça devient, et plus on a les temps. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, mais au bout d'un moment, j'étais capable, par exemple, quand ma mère m'appelait pour faire des vidéoconférences, parler avec elle, par WhatsApp ou par Messenger, j'étais capable de parler avec elle en même temps que j'ai travaillé mon cours. Et tu arrivais à le faire? Et j'arrivais à le faire. Parce que j'étais concentré sur l'une, j'ai parlé avec elle. Alors, mon concentration, elle était un peu divisée par les deux. J'avais l'envie elle me disait, non, mais tu es occupé. Bah, je t'appellerai plus tard. J'ai dit, non, ça va. Parce que j'avais l'envie de continuer à parler avec elle. Et en gros, c'était tellement l'habitude de refaire. Et donc, c'était plus facile de comprendre ce que j'étais en train de faire, les TD, le recopier et à réfléchir pourquoi j'obtiens les résultats, que vu de moment, on peut faire plusieurs trucs en même temps, quoi. Donc, j'étais capable de parler avec ma mère et de travailler les cours. Mais ça, c'était possible parce que tu le faisais tellement de fois? Oui. Tellement de fois. La méthode, elle était déjà fixée sur ma tête. Donc, je savais exactement qu'est-ce que j'ai fait. Je savais exactement comment, mon cerveau, il était adapté à utiliser son attention parce que comme j'avais déjà l'habitude de recopier mes cours, donc j'étais plus rapide à les faire. Je prenais pas 10 000 heures à bien écrire, donc je le faisais plus rapidement. C'était l'habitude plutôt. J'avais pas besoin de temps pour démarrer. On va dire. Voilà, je vois pas comment l'expliquer. C'est souvent ce qui est le plus difficile. Oui. Donc, au moins, quand j'étais assis en face de mes cours, voilà, j'ai commencé à travailler et voilà, ma mère, il y avait un appel de ma mère, je répondais. Mais j'avais déjà avancé pas mal et j'ai avancé beaucoup plus lentement, on va le dire. Parce que voilà, des fois, je prenais un peu plus d'attention pour parler avec ma mère. Des fois, je prenais un peu plus d'attention pour comprendre. Pas pour écrire. Pendant que j'écrivais les cours, les TD, et là, j'avais pas pression parce que ça, c'était automatique de réécrire. C'était automatique de réécrire. C'était plus facile de pouvoir retenir parce que j'avais déjà l'habitude. C'est comme lire rapidement. Plus il y a des techniques qui nous aident à lire plus rapidement. C'est un entraînement de cerveau. En fait, j'ai eu des livres d'entraînement de lecture rapide. Tu as testé la lecture rapide? Oui, j'avais testé. J'ai réussi un peu. Je remontais ma capacité de lire rapidement. Pas assez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais j'étais un enfant, j'avais 12 ans quand j'avais les livres, et moi j'étais tout seul, donc voilà, j'avançais pas trop vite. Mais bon, j'avais entraîné mon cerveau pour comprendre mieux. Enfin, c'est ça la lecture rapide. On prépare nos cerveaux pour retenir plus et comprendre plus en lisant moins. Donc on fait ça moins. Donc moi, au but de moment de faire et répéter. Mais tu ne loupes pas des informations, parce que je suis un peu dubitatif c'est pas une méthode que j'ai testée encore, oui. Mais j'ai vu quelques vidéos, j'ai lu quelques petites choses dessus, et je suis plutôt dubitatif par rapport à ça parce que, alors peut-être que je sais pas encore vraiment, mais moi mon impression de la lecture rapide, c'est que tu
tu vas louper certaines informations spécifiques parce que tu vas c'est ça intéressant. Est-ce que je me trompe? Parce que vu que toi tu l'as pratiqué, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. C'est ce qui est intéressant parce que j'avais les livres d'entraînement de lecture rapide, c'est que les questions qu'ils te posent sont très très spécifiques en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais la lecture rapide? D'abord, quand tu commences à lire, quand un enfant commence à lire, il nous faut lire lentement parce qu'il faut comprendre mot par mot. Après, au bout de moment, on n'a pas besoin de lire les mots en fait. On lit les premières 2 ou 3 lettres et on sait quel mot il va sortir. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai dit on lit moins. Mais c'est pas qu'on rate des informations. On coupe tout en moitié, on va dire les mots en moitié et on sait qu'est-ce qu'il dit. Donc on commence. Et donc au bout d'un moment, on saute pas des phrases, on saute pas des paragraphes, mais on peut lire plus rapidement parce qu'on n'a pas besoin de lire tous les mots. Pour que notre cerveau, il soit capable de auto-remplir ce on va lire, de prédire ce qui va se passer, et donc de comprendre l'information. Mais des fois, la prédiction, c'est pas sûr à 100%. Ouais, c'est pas sûr à 100%. Mais après, donc, des fois, ton cerveau, il peut se prédire une suite qui... Voilà. Mais par exemple, tu sautes les connexions, les mots de connexion comme voilà, c'est le truc que tu perds le temps pour oser. Et des fois, des mots... On perd du temps lorsque je dis, par exemple, la lecture, si je saute là et je vais directement dans la lecture. Si la phrase dit, la lecture, c'est important pour mieux comprendre, tu dis, lecture, important, mieux comprendre. C'est ça que tu lis, en fait. Et tu vois, t'as lu 3 mots à la place de toute la phrase, mais t'as pas lu l'information qui doit être transmise. Mais l'information transmise, c'est que la lecture est importante pour comprendre. Donc, si parce que c'était comme ça, il avait une lecture, et il avait une série de questions. Alors, si la question c'est quoi important pour mieux comprendre, tu sais que c'est la lecture. Alors, t'as pas besoin de lire la lecture, c'est importante pour comprendre. Tu dis, lecture importante, comprendre. Et c'est comme ça, en fait. Tu sautes des mots qui sont, tu remplis quelques mots. Mais quoi qu'il arrive, les mots que tu sautes, tu les regardes. Donc c'est comme si tu les lisais. Ouais, mais qu'est-ce qui change alors? Ton cerveau les ignore. C'est capable de les ignorer parce que c'est des mots de connexion. Ok. En fait, plus tu le pratiques, ok, je vois. Plus tu le pratiques, plus ça devient évident que ton cerveau il apprend à quoi ignorer et quoi pas ignorer. Parce que comme ça, tu arrives à retenir beaucoup d'informations. Alors c'est la même chose quand tu pratiques et tu peux écrire. Tu peux écrire de manière un peu automatique en faisant d'autres choses, par exemple en parlant avec ma mère, parce que mon cerveau il savait déjà que la partie importante c'était pas de réécrire. J'avais pas besoin de beaucoup de concentration pour écrire, alors qu'avant oui, parce que moi c'était une tâche importante que mon cerveau n'était pas habitué à faire. Alors maintenant, j'ai été capable de réécrire en propre, sans beaucoup me concentrer. Et c'était au moment de réfléchir et de comprendre pourquoi les résultats, ou pourquoi on a fait ça, ou pourquoi on applique telle formule, ou pourquoi c'est fait telle chose. C'était là que mon cerveau a dit, alors, attends, il faut se concentrer. Et donc c'est là que je l'ai dit à ma mère, attendez une seconde. Et je voyais, et c'était plus facile parce que voilà, j'étais déjà à l'habitude de me concentrer assez facilement. Ça me prenait pas de temps pour m'échauffer, pour dire. Quand c'est chauffer les muscles, le cerveau n'avait pas besoin de ça. Mais c'était parce que la méthode, elle était tellement introduite dans mon cerveau que voilà, c'était plus facile. Mon cerveau, il était prêt à faire des connexions neuroniques dans les neurones pour pouvoir réussir. C'était encore plus facile de trouver les questions. Et c'était encore plus facile de comprendre pourquoi on fait tel truc et tel truc. C'est pour ça qu'à la fin, et comme je vous l'ai dit au principe de l'entretien, quand il fallait faire des priorités entre quelle matière était quelle matière, c'est important. Je me rappelle qu'il y avait 2 partiels. Il y avait une partielle, je me rappelle pas les noms de la matière. Parce que voilà, moi c'était pas intéressant, donc j'étais pas motivé pour la travailler trop. Et il y avait une partielle des cristallographie métallique. Non, c'était métallurgie. C'était pas métallurgie. Corrosion. Non, c'était pas corrosion. C'était métallurgie physique. Voilà, métallurgie physique, c'était quelque chose que seulement par les noms. On le regarde, ça a l'air d'être super compliqué. Et les partiels, c'était compliqué. Alors, on avait les partiels de métallurgie physique et le partiel du procédé le même jour. Alors, il fallait que je me concentre sur un.
je me suis dit, parce qu'il y avait beaucoup de matériel pour travailler sur métallurgie physique, alors que sur la matière de procédés, il n'y avait pas beaucoup. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur métallurgie physique. Et donc métallurgie physique, c'était important, il y avait beaucoup de TD, et donc j'ai laissé d'un côté la matière de procédés, les cours de procédés. Et alors, pour éviter d'y aller sans en savoir, parce que j'avais pas trop compris dans les cours, j'ai pris une petite morceau de la journée avant les partiels pour relire les cours. Alors, les cours n'étaient pas trop organisés, les TD non plus, mais j'étais capable, parce que mon cerveau était plus habitué à écrire des TD, donc à bien organiser l'information, donc il était capable de reconnaître l'information d'abord. Sauf que j'ai sauté l'étape de réécrire. J'ai seulement reconnu l'information, et grâce au fait que j'avais beaucoup plus de concentration, mon cerveau était plus adapté à moi-même. Mon cerveau était dit, ouais, voilà, le mec il écrit comme ça, donc moi je sais comment il faut lire, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent leur propre écriture, et d'autres non. D'autres personnes qui vont lire la même chose. Par exemple, il y a quelqu'un qui écrit un cahier et il y a une deuxième personne qui vient lire le même cahier et dit je comprends rien. Alors que la personne dit non mais je comprends parce qu'il reconnaît les formes, les lettres, parce qu'il est habitué déjà à reconnaître les lettres. Donc moi j'étais capable de reconnaître l'information dans mon propre bordel et donc j'ai lu rapidement vite fait les TD vite fait. J'ai pris 2 heures de la journée pour bien travailler. Heureusement on avait du temps. Et voilà. Et donc j'ai eu 15 sur 20. Donc 15 sur 20 en France c'est pas mal quoi. Et donc voilà, c'est la force de l'habitude, on apprend à reconnaître mieux notre propre bordel, on va dire, je le dis comme ça, parce que dans les cours on fait un peu le bordel, et c'est plus facile d'extraire l'information pour la comprendre. Une fois compris, c'est enregistré dans la mémoire. Et ça c'est une méthode qui on peut la travailler, de s'apprendre à se connaître nous-mêmes. On fait ça, cette pratique de réécrire ce qu'on a déjà fait au propre. Et ça nous aide aussi, ça entraîne notre cerveau pour apprendre plus facilement. Alors, mémoriser plus facilement ou transformer une information en quelque chose qui nous, on peut répéter ou que nous, on notre propre mot. Moi, je me rappelle, et c'est un bon exemple, c'est qu'à force de faire des présentations, j'ai pris on avait la présentation où il nous donnait 4 thématiques, on était 4 dans les groupes, et chacun avait une thématique différente. Alors, à la fin, le jour de l'exposition, la thématique, elle était prise en random, et par exemple, si moi j'avais la thématique de corrosion, et après ils m'ont dit non, tu vas expliquer l'oxydation. Moi j'étais censé être capable d'expliquer l'oxydation. Donc en gros, chaque membre du groupe devrait savoir expliquer les 4 expositions. Donc, il fallait pas apprendre une seule exposition. Il fallait apprendre 4. Donc, voilà, c'était compliqué. Surtout parce que c'est une exposition dans laquelle moi, j'avais pas travaillé. Donc, quand on travaille, on fait sans l'exposition, on apprend. Donc, c'est plus facile à retenir et à exposer. Mais quand c'est des matériels que c'est quelqu'un d'autre qui l'a préparé, c'est encore compliqué. Alors, je me rappelle les jours avant les exposés. On a envoyé à chacun le matériel, on a dit, voilà, chacun apprend les 4 trucs comme il peut, et après on voit qu'est-ce qui sort des mains. Et pour moi, c'était tellement facile de retenir, parce que moi, même si c'était les matériels, c'était différent, comme j'avais l'habitude de prendre une information qui était compliquée, et la transformer dans mes propres mots, ou de transformer en quelque chose de plus simple. Une information simple, oui. Voilà. Moi, j'ai lu les exposés de mes autres camarades, et j'ai formulé une façon de les expliquer comme si je l'aurais fait. Et ça m'a pris 1 heure pour 4 exposés d'à peu près, je me rappelle que c'était 15 minutes. Donc, en gros, et après, j'avais fini à 19h. Et moi, je me suis mis à jouer à mes jeux vidéo parce que j'avais rien d'autre à faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de faire des scripts pour faire des exposés. Moi, j'étais capable de retenir l'exposé par moi-même en lisant et en réfléchissant et en disant, voilà, en transformant ce qui est écrit dans mes propres mots. Et c'était encore plus facile quand c'était moi-même qui préparais l'exposé. Intéressant. Voilà. Parce que même pour ma présentation de fin d'études, les stages fin d'études, moi, j'avais pas des scripts. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai répété, il faut pratiquer quand même pour un exposé, il faut pratiquer un peu.
pour pas être nerveux, plutôt c'est les nerfs qui vont te faire chier. Mais moi, j'avais pas de script, donc à chaque fois, il y avait des trucs qui n'étaient pas la même chose, parce que j'avais pas des trucs écrits. Mais moi, j'avais mes diapos, et c'était des petites phrases. Alors, c'était l'endroit où je pouvais m'appuyer pour pouvoir continuer, avancer. Et donc, je savais que voilà, il y avait une phrase, et cette phrase-là, comme j'avais déjà, c'était moi-même qui avait préparé l'exposé, les diapos, moi, je savais quoi dire. Et c'est comme ça que j'ai parlé, j'ai bien expliqué tout. Pas mal, ça. Et donc, ça, c'est un exercice. C'est un exercice. Il faut le pratiquer, le pratiquer. Parce que ça, pour arriver à ça m'a pris 5 ans. J'avais commencé à l'IUT. Ouais. Oui, j'avais commencé à l'IUT, on faisait un exposé. Avant, j'avais, à l'école aussi, au lycée, on va dire, au terminal, j'avais déjà commencé, en fait, à me préparer comme ça, à ne pas faire les scripts, parce que les scripts, ça nous fait mémoriser par cœur. Et c'est mieux de comprendre, même si c'est des concepts qu'il faut savoir par cœur. Si on l'écrit, et on écrit ce qu'on a dans les diapos, ça sert à rien. C'est mieux si on écrit des trucs qu'on a dans avec nos propres mots, et on met des petites phrases dans les diapos. Mais si on l'apprend par cœur et on oublie un seul mot, là c'est mort, là on oublie tous les restes, parce qu'on ne peut pas avancer, notre cerveau il est bloqué, parce que notre cerveau va chercher à trouver les mots qui nous manquent pour pouvoir délivrer les restes, donner le reste de l'information, alors ça c'est mort aussi. Donc, il faut prendre l'habitude de ne pas faire des scripts, mais de plutôt avoir l'information dans la tête, et être capable de la donner de manière efficace, de manière comment le dire, pas rapidement je veux dire, mais sans trop perdre de temps en réfléchissant quoi dire. Voilà, de manière naturelle. Ok. Et donc c'est comme ça que à force de pratiquer, évidemment, je me suis rendu compte que voilà, c'était beaucoup plus simple de travailler les TD, c'était beaucoup plus simple de travailler l'exposé, c'était beaucoup plus simple de faire plein de trucs. Intéressant. Ok. Donc à la fin, je commençais à m'endormir en cours. et j'ai réussi à avoir de bonnes notes. Super. Alors du coup, une dernière chose sur le fait que tu travailles que le week-end. Le fait que tu décides par exemple de ne pas étudier par exemple dans la semaine et travailler que le week-end, et tu me dis 6 séances de 2 heures. 3 samedi, 3 dimanche. Bon, j'imagine que des fois en fonction des semaines ça peut varier un petit peu. Mais du coup, vu le nombre de cours qu'on a eu à l'école d'ingé, en travaillant comme ça, juste le week-end avec tes créneaux chaque semaine, tu ne t'es pas retrouvé des fois en retard dans la préparation. Enfin, tu arrives. Comment tu fais pour pouvoir caler tous ces cours et de pouvoir être à temps dans tes partiels et pouvoir avoir les bonnes notes, être major de ta promo? Comment tu as pu juste, avec cette organisation de travail que le week-end, pouvoir gérer tout le nombre de cours qu'on a eu à l'école d'ingé pour être à temps et préparer les examens dans les bonnes conditions? Alors déjà, bon, ça c'est une méthode qui je pense est plus facile à appliquer quand on a des TD. Parce que moi j'ai dit, quand il y a des trucs style docteur, style psychologue, style histoire, droit, voilà, qu'il faut apprendre beaucoup de concepts par cœur, c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que en gros, on a des cours aussi en sciences, on a des polycopiés avec plein de concepts, mais moi je m'en fous des concepts. Pourquoi je m'en fous des concepts entre guillemets? C'est parce que dans les TD, il y a déjà ce qu'on va à utiliser. Il y a les exercices et il y a les concepts appliqués aux formules et les formules appliquées aux exercices. Donc en gros, c'est la vraie application de ce qu'on va faire dans les partiels, si on veut les prendre pur. Du coup, toi, tu ne lis pas les cours. Non. Tu fais directement les TD en utilisant les éléments du cours. Voilà. Ok, top, intéressant. Ok, je voulais juste revenir sur une chose dont on a parlé rapidement. C'est le manque de motivation. Et toi, par exemple, comment tu fais lorsque tu as prévu d'aller étudier tes cours, préparer tes examens, faire ton TD, et à ce moment-là, tu n'as pas envie de le faire? Comment tu fais? Alors, forcément, au bout d'un moment, quelque moment dans notre étude, on doit s'efforcer. On doit avoir la discipline suffisamment bien définie, je sais pas comment le dire, on va avoir un certain niveau de discipline pour dire, voilà, il faut que je bosse, parce que je bosse pas, je rate 100%. Et ça va arriver. Mais dans d'autres moments, il m'a fallu prendre une petite sieste, sortir, me balader. Par exemple, quand je n'avais pas l'envie d'étudier, ou j'avais plus l'envie de bosser, quoi, je sortais à
à me balader dans la ville, à prendre un petit poste, à manger quelque chose, à manger du sucre, à parler avec ma famille. Voilà, donc c'était des petits trucs de détente qui me permettaient un peu me déconnecter de la vie de l'école. Et une fois que j'étais déconnecté de la vie de l'école, c'était plus facile de me reconnecter parce que moi, je sentais pas tout le poids qu'il y avait derrière. Donc en gros, c'est comme laisser son passé derrière. Pas trop, c'est un échelle petit parce que voilà, t'as toutes les connaissances derrière et tout, tu peux pas le laisser, mais voilà, c'était un peu c'est déconnecté de la vie de l'école. C'est connecté plutôt avec la vie personnelle. Et ça me permettait, je me mettais à dessiner. Même à dessiner. Et donc ça me permettait de gagner un peu d'énergie pour être motivé pour continuer. Donc quand tu faisais ça, par exemple, quand tu as prévu d'aller étudier, faire ta routine du week-end le samedi à 8h et que tu sens que là, tu n'as pas vraiment envie d'étudier, lorsque tu te déconnectes comme ça, tu repars un peu dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, quelques minutes, ça te permet de retrouver 30 minutes après l'envie de revenir étudier? Pas exactement 30 minutes après, mais dans la même journée. Oui. Dans la même journée. Après, c'est pour ça aussi que je conseille toujours de commencer en avance. Parce que des fois, peut-être qu'un jour, t'as pas l'envie. Et t'as vraiment pas l'envie. Et donc, comme tu es en avance, t'as les droits et la possibilité de rien faire ces journées-là. Alors, tu laisses tomber un samedi, et le dimanche, tu te sens mieux, et voilà, tu commences à bosser. Alors que si tu le fais pas aussi en avance, tu vas être dans l'obligation de bosser. Et là, c'est difficile. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui j'ai déjà parlé pendant l'entretien, c'est qui m'ont fait, à moi, prendre la décision de bosser assez en avance. Pour pouvoir me détendre, pour ne pas travailler beaucoup de temps dans une courte période, dans une seule journée, travailler beaucoup d'heures, pour me laisser aller dans les cas où je veux pas faire rien, j'ai fait rien, parce que j'ai les droits, j'ai une marge d'erreur. Et donc voilà, des fois il faut rien faire le week-end, quoi. Mais qu'est-ce qui va te faire, par exemple, dans la contrebalance, qu'est-ce qui va te dire, par exemple, ok, j'ai pas envie, qu'est-ce qui va te dire que des fois tu vas te dire, aujourd'hui, je vais me discipliner pour étudier quand même, et qu'est-ce qui va te faire te dire également, je vais pas me discipliner, je vais prendre 30 minutes de pause, je vais aller faire telle chose, et après je reviendrai étudier. Qu'est-ce qui va orienter ta décision à ce moment-là? Je pense que c'est l'état, je sais pas si c'est état anémique, si ça se dit en français, non. Dans lequel tu te trouves? Oui. Okay. Parce que des fois, c'est 8h du matin et j'avais pas l'envie de me lever. C'était pas l'envie de me lever. Okay. Alors donc je me levais pas. Sachant que c'était le premier week-end que j'étais censé à commencer à travailler. Et donc je commençais à travailler après la pause, après le déjeuner. D'accord. Et il y a des fois que, ça c'est plutôt pour dire non, je vais pas travailler, l'état anémique. Après, pour se discipliner, c'est vraiment le temps. Alors, tu t'es dit, bon, il me manque 3 TD, il me manque 4 TD, et j'ai qu'un seul jour, je que ce week-end-là. Alors, pas le choix, il faut se lever. Et donc, ça, tu te lèves, et tu te concentres plutôt en les petites tâches. Ça veut dire, tu te concentres dans le premier exercice. Donc, la tâche, les gros TD que tu dois résoudre, et les gros 4 TD que tu dois résoudre, ça va devenir un petit exo. Et comme ça, tu vas pas brique par brique. Et comme ça, c'est moins dur comment le dire, d'avancer. De commencer voilà. La tâche. Parce que des fois, si tu vois tout ce que tu dois faire, et moi, j'avais fait cette erreur beaucoup de fois, même si c'est moi-même qui le conseille de pas le faire. Moi, je l'avais fait beaucoup de fois. De voir tout ce qui me manque de faire, ça te démotive. Alors, si tu oublies tout le reste, tu te concentres en ton exo, et après tu fais un autre exo, ça va mieux. Ça va pas être une solution parfaite, mais ça va mieux. Et le temps, c'est, pour se discipliner, il faut voir le temps. Pour se détendre, il faut voir l'état anémique. Et aussi un peu le temps. Si t'as le temps, et ton état anémique te dit, non, il faut pas, j'ai pas l'envie de travailler, mais tu travailles pas. Parce que tu vas pas le faire dans les bonnes conditions. Alors, si ton état anémique te dit, non, je vais pas travailler, mais l'état anémique te dit, oui, il faut que tu travailles, voilà, donc il faut voir les deux facteurs, en fait. Si t'as assez de temps pour travailler, et ça, il faut les calculer à peu près, toi-même, sachant la vitesse avec laquelle tu comprends, et ton état anémique aussi, tu le vois. Et des fois, pas le choix, il faut se discipliner, des fois, t'as le choix, tu te les éteindre. Des fois, t'as le choix de te détendre, mais ton état anémique te dit oui, tu peux travailler, donc tu travailles.
Comme ça, des fois, j'avais fini avec un week-end en avance, et le week-end en avance, je faisais rien. Je partais faire d'autres choses. Il faut pas se surcharger. Il faut pas dire non, mais j'avais déjà fini les TD, je vais recommencer à faire les TD. Non, ça sert à rien. Une fois que t'as les TD propres et tu as compris pourquoi tu fais les choses, ouais, voilà, tu peux les relire. Ça sert à rien de faire plus que ça. Et donc voilà, ces deux facteurs-là, il faut bien faire attention à ces deux TD-là pour savoir si tu peux te détendre ou si tu dois te discipliner. Super.